j'entends Katia évoquer le fait que le ministère de l'Intérieur s'était engagé à ne pas utiliser la reconnaissance faciale dans les prochains temps et notamment lors des JO, mais que cette reconnaissance faciale n'est pas interdite par le droit français, ça m'a fait penser à un célèbre mot de Churchill sur la différence entre les Français, les Anglais et les Allemands. Je pense que certaines le connaissent peut-être. Churchill disait « Chez les Allemands, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Chez les Anglais, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Chez les Français, tout est autorisé, même ce qui est interdit. » Ça veut dire que, de toute façon, même quand c'est interdit, on peut se poser des questions. Alors, un petit mot sur mon point de vue. Alors, moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas non plus un militant politique, ni encore moins un responsable politique. Mon but, là, ce soir, c'est avec vous de penser la réalité effective de la vidéosurveillance telle qu'elle est en France actuellement, telle qu'elle est promue aussi à l'occasion des prochains JO, mais aussi de penser ce qu'elle pourrait être. Et c'était aussi le sens des remarques de Katia à l'instant, parce que la frontière est ténue entre ce qui est et ce qui pourrait être. Effectivement, la vidéosurveillance, elle ouvre des possibilités, elle a des potentialités, toutes ne sont pas explorées, mais on voit bien qu'il y a un champ qui est ouvert. Alors effectivement, certes, le ministère de l'Intérieur nous dit que la reconnaissance faciale ne sera pas utilisée lors des prochains JO. Certes, on nous dit que les silhouettes seront, je crois que le terme qui est employé, qui est très joli d'ailleurs, c'est détouré, on fera le silhouettage, le tour des silhouettes, un peu comme des ombres chinoises. Certes, on nous dit que finalement les situations types prédéterminées sont au nombre de 8. Sylvia, tout à l'heure, on a énoncé certaines. Il y a le colis abandonné, il y a le mouvement de foule, il y a le fait de stationner un véhicule ou une personne dans un espace qui est interdit, il y a ces fameux comportements anormaux, puis cette fameuse formule sibylline qui est magnifique, des comportements présumant de la commission d'infraction. Alors ça, c'est un art, effectivement, du législateur. Alors certes, mais comme le rappelait Benoît Piédalu, qui était interrogé dans le reportage qu'on nous a projeté, il existe déjà une base de données. Là, ce sont les fichiers TES. Alors je ne sais pas si vous l'avez noté, parce que c'est assez rapide dans le reportage, mais ce sont les titres électroniques sécurisés qui sont la base de données, en fait, qui servent aux cartes nationales d'identité, au passeport. Et si vous allez voir, vous avez... quelle est la composition de ces fichiers? Vous avez les noms, les prénoms, votre taille, la couleur de vos yeux et une image numérisée de votre visage. Et on sait aussi que la reconnaissance faciale est déjà appliquée dans des cas tout spécifiques. Je crois que c'est le TAJ, le traitement, je pense au contrôle des antécédents judiciaires, qui concerne le fichier des suspects utilisé par la police, donc elle est déjà utilisée. Alors, je dirais les deux remarques essentielles que je voudrais faire en préambule, enfin dans ma prise de parole initiale, sont les suivantes. Les deux idées essentielles. C'est la première, c'est que, ça c'est quelque chose que Katia a un peu dit déjà, c'est que la surveillance n'est pas neutre. La surveillance n'est pas neutre parce qu'aucun regard n'est neutre, si vous voulez. Et le simple fait de surveiller, de regarder, de détecter un espace, de l'observer, de le filmer, avec en plus la possibilité d'une rétention des images, ça change la nature de cet espace, en l'occurrence de cet espace social. Ça change l'inconscient collectif, ça change l'imaginaire, ça change le rapport à l'espace social. Et ça annule une notion sur laquelle je vais revenir, qui est la notion d'anonymat, qui n'est pas une liberté fondamentale, certes, mais qui est la condition de jouissance, je dirais, pleine et entière de certaines libertés. Liberté de mouvement, de réunion, d'association, de manifestation, etc. Donc ça, c'est la première idée. Puis la deuxième idée, dont je sais que je n'aurai pas le temps de la développer, mais je la dis quand même, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de cette deuxième idée, je vais me concentrer sur la première, c'est que le fait pour un État de surveiller sa propre population de façon plus ou moins indiscriminée, ça relève, si vous voulez, d'une certaine philosophie politique, d'une certaine tradition politique, et cette philosophie politique est sous-jacente, qui est implicite, si vous voulez, de cette démarche. Elle est, si ce n'est contradictoire avec le principe de la démocratie, du moins en grande tension, et notamment avec l'esprit de la Constitution française. Mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail. Il y a un célèbre philosophe qu'il conviendrait
d'analyser, qui est le célèbre philosophe anglais du XVIIe siècle, dont vous connaissez sans doute le nom, qui est Thomas Hobbes, qui a pensé un rapport tout à fait ambivalent de l'État à ses citoyens, puisque l'État il a une fonction sécuritaire, fondamentalement pour lui, mais en même temps il surveille ses propres citoyens. Alors je me concentre sur la première idée. On pourrait dire que la surveillance, ça abolit, ça annule, au moins en partie, l'anonymat. Et l'anonymat, je disais, c'est pas une liberté fondamentale, mais c'est la condition de jouissance pleine et entière de certaines libertés fondamentales. Et l'anonymat, j'en parlais avec Katia tout à l'heure, je demandais sa validation là-dessus. L'anonymat constitue un élément, un aspect de la vie privée dans l'espace public. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on pense toujours à la vie privée comme l'intimité. La sphère de l'intimité, j'ai ma vie privée, etc. Ça se passe chez moi, mais avec mes amis, etc. Mais non, là, dans la vie privée, vous irez regarder ce qui constitue la vie privée, pour le législateur, il y a le droit à l'image, y compris dans l'espace public. Alors, il y a une tentative, et au moins une tentation, si vous voulez, de contrôle parallèle, à la fois de l'espace physique public et de l'espace numérique. Alors, je suis en bonne présence avec Amnesty International, puisque, pour prendre un exemple, si vous voulez, de ce qu'on appelle la surveillance numérique ciblée, il y a ce fameux logiciel Pegasus qui a été développé par une entreprise israélienne NSO Group et qui, pour le compte de certains États qui étaient ses clients, a surveillé des militants politiques, des journalistes, des célébrités, pour le compte de certains États. Donc on voit bien qu'il y a une tentative, ou au moins une tentation, si vous voulez, pour des raisons sécuritaires, civiles, militaires, sanitaires, peut-être, de tracer, de détecter l'espace numérique et l'espace physique public. Vous voyez, si vous voulez, c'est pas, ce parallélisme n'est pas fortuit, c'est une complémentarité. Alors évidemment, il y a un argument qu'on entend souvent, je pense que vous l'avez entendu, c'est « mais si on n'a rien à se reprocher ». Il y a des gens qui n'ont rien à se reprocher ce soir. Si on n'a rien à cacher, et il n'y a pas de raison légitime de s'opposer à la publicité de nos faits et gestes, au caractère public de nos actions. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est la procédure. C'est le modèle implicite. Alors, quelle est la procédure? La procédure, c'est la procédure accusatoire. Alors, vous la connaissez si vous êtes fan de séries américaines. Vous savez, dans les procès, le système accusatoire, en quoi consiste-t-il? C'est l'affrontement contradictoire entre les deux parties. Il y a la défense, il y a l'accusation. Et le juge, lui, il tient le rôle d'arbitre, si vous voulez, il est censé compter les points. Il n'a pas un rôle inquisitoire, il ne mène pas l'enquête dans le système judiciaire américain. Et évidemment, quand vous êtes à égalité avec l'autre partie, que vous êtes accusé de quelque chose, vous devez prouver les faits qui sont au soutien de votre cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prouver que vous êtes innocent. Vous voyez le problème? Et d'autant plus dans le système américain où le procureur n'instruit qu'à charge, il n'instruit jamais à décharge pour justifier un procès. Ça veut dire que dans un système purement accusatoire, il n'y a pas de présomption d'innocence. Donc vous voyez l'implicite, c'est que vous n'avez aucune raison légitime, si vous n'avez rien à cacher, de vous opposer à la publicité de vos faits et gestes, d'autant plus que ça vous permet de vous disculper si on vous accuse à tort. Et vous voyez le modèle qu'il y a derrière, c'est que vous êtes a priori potentiellement coupable d'une infraction, d'un délit, d'un crime, de quelque chose de non conforme aux attentes des pouvoirs publics ou de ces fameux comportements anormaux. Alors moi j'aimerais bien qu'on me l'explique. Peut-être la normalité, effectivement, est peut-être emblématiquement incarnée par nos gouvernants, je ne sais pas. Donc il faudrait me donner des exemples de normalité, si vous voulez, pour servir de patron. Donc ça, c'est la première remarque. Et le deuxième argument qu'on entend, c'est peut-être un argument que vous avez entendu aussi, et j'en ai discuté avec une amie tout récemment, qui m'a dit « mais finalement, si on est filmé tout le temps, si on est filmé en permanence, c'est vrai. Et c'est depuis des années, si c'est rentré dans les mœurs, et même poussons le bouchon plus loin, si ça rentre en vigueur, si on est filmé depuis l'enfance dans l'espace public, finalement on l'oublie, et ça ne joue pas sur nous. » Alors je vous demande d'appliquer le même raisonnement, si vous le voulez bien un instant, pour vous dans votre vie personnelle, pour toutes les choses qui ne sont pas présentes à votre esprit, qui sont inconscientes, mais que vous avez intériorisées. Pensez à l'éducation que vous avez eue dans votre enfance sur la distinction entre les postures licites, illicites, ce qu'il faut faire, comment il faut se vêtir, comment il faut parler, se comporter, se mouvoir, occuper l'espace.
toutes je sais pas, les censures, les inhibitions, tout ce que vous avez intériorisé, qui n'est pas conscient, les schémas de comportement, le mimétisme familial, etc. Est-ce que le fait que ce ne soit pas présent à votre esprit fait que ces éléments, cet ensemble de codes, de normes, n'a aucun effet sur votre comportement? À titre personnel, je pense que non. Je pense que ça a quand même un effet sur votre comportement, peut-être d'ailleurs d'autant plus grand que vous n'y pensez pas. Vous voyez ? Et ça nous amène à un sens fondamental de la culture, si vous voulez, parce qu'on pense souvent que la culture, c'est l'apprentissage d'un savoir, de compétences, qui est vrai. Mais la culture, c'est aussi ce qu'on appelle la formation, le fait de façonner l'individu. Les Allemands disent Bildung. Alors les Grecs avaient un mot qui était peut-être plus joli, j'aime bien l'allemand quand même, mais c'était le mot d'Aristote qui disait exis, H-E-X-I-S. Alors on a traduit en latin par un mot qu'on utilise beaucoup dans les sciences sociales, c'est l'habitus. L'habitus, c'est quoi? Ce sont les dispositions acquises. Tout ce qui n'est pas congénital, mais qui a été induit par la vie sociale, si vous voulez. C'est toutes les normes, tous les codes de comportement, tous les schémas dont j'ai parlé à l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture, c'est une incorporation. Vous incorporez des schémas de comportement. Et donc si depuis plusieurs années on vous filme dans l'espace public, vous l'avez intériorisé, ça change l'inconscient collectif, ça change la nature de l'espace social, ça change le rapport à l'espace social. Et qu'est-ce que ça produit en termes de changement, de modification? Ça produit forcément une normalisation de l'espace social, quel que soit le mot qu'on donne à la normalité, si vous voulez. Outre le fait que tout pouvoir implique toujours le risque d'un abus de pouvoir. Je prends un exemple. Si, pour des raisons sécuritaires, politiques, militaires ou sanitaires, un État vous interdit de sortir de chez vous, et en toute référence à des faits réellement advenus seraient purement fortuites et fantasmés. Et si, je sais pas, il y a des enfants chez vous, vous êtes dans un petit logement, vous n'en pouvez plus, vous voulez prendre une bouffée d'air, et vous savez que vous êtes filmé, c'est pas la même chose. Ou si vous voulez vous rendre à une réunion, vous savez que c'est pas une réunion très politiquement correcte, parce que c'est pas dans l'idéologie dominante, ça n'a pas les faveurs, si vous voulez, de ce qui est en cours actuellement, et que vous occupez une fonction publique, ou peut-être vous pensez à un moment briguer un mandat électif, ça. Est-ce que vous allez y aller? Peut-être pas aussi librement que vous y alliez si vous saviez que vous n'êtes pas filmé. Vous voyez bien le problème. Alors je résume les deux remarques que j'ai faites. La première, elle concerne l'implicite de la surveillance, de la vidéosurveillance, notamment de la vidéosurveillance automatisée, algorithmique, qui est ce système accusatoire et cette abolition, tout ou partie, abolition de l'anonymat, qui fait partie du droit à la vie privée. Puis la deuxième remarque, elle concerne cette notion de modification du comportement de l'inconscient collectif du rapport à l'espace social. J'en ai fait une autre remarque, qui concerne non pas les acteurs c'est vous qui agissez dans l'espace social, non pas le spectateur c'est l'administration qui vous surveille, mais l'espace lui-même. Alors ça peut paraître étonnant de parler de l'espace lui-même. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte en physique que quand on observe un espace, quand on mesure quelque chose, si vous voulez, une situation, un objet, on modifie l'objet. Alors c'est vrai même dans la physique classique. Alors c'est vrai qu'on peut minimiser beaucoup dans la physique classique les choses, mais le simple fait de braquer des projecteurs sur un objet, ça lui apporte une source de rayonnement extérieur qui est étrangère à lui, ça modifie un peu le milieu. C'est pas grand-chose. Mais dans la physique quantique qui s'occupe des micro-objets, des électrons, le fait, on va pas dire observer, mais mesurer, le fait d'observer la façon d'appréhender la réalité ou l'objet va faire qu'il va se manifester autrement. Alors, je le mentionne simplement en passant, c'est peut-être l'exemple le plus célèbre, c'est la fameuse dualité onde-particule dans le cas de la lumière. Selon que vous approchez la lumière, dans un certain cas, avec un certain type de mesure, une certaine situation, elle va se manifester comme une onde, avec des propriétés ondulatoires, et dans d'autres cas, elle va se manifester comme un ensemble de particules. C'est le fameux Niels Bohr qui avait parlé de la complémentarité onde-particule en 1927. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace, quand vous l'observez, vous le surveillez, vous le regardez, vous le détectez, vous le filmez, ça n'est plus le même. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui change sur le plan macroscopique dans l'espace quand on regarde? Déjà, ce qui change, c'est qu'il y a un double fond, qui est ce regard qui est porté sur vous. On ne peut jamais pénétrer un regard ou une conscience.
Et puis l'autre chose qui est changée, c'est que normalement l'espace public il n'appartient à personne, et à tout le monde. Mais là, il y a une prise de possession. D'autant que les images peuvent être retenues par l'administration qui vous surveille. Donc, vous voyez, il y a une modification aussi de l'espace social. Et puis j'aimerais terminer, je rate un peu de temps, il y a un peu de métier. J'aimerais terminer par peut-être une remarque sur l'impuissance derrière le pouvoir. Parce que, effectivement, le pouvoir veut se doter de nouveaux instruments. Katia a souligné que ces potentiels vont très au-delà de ce qu'on s'autorise actuellement, d'autant qu'on ne s'interdit pas la reconnaissance faciale. Mais il y a aussi, je pense, je ne sais pas si on serait d'accord, derrière ce pouvoir affirmé de surveiller, etc., de reconnaître automatiquement une démission politique, puis un aveu d'impuissance. Je pense à la gare de Bordeaux, j'étais à Bordeaux récemment, et vous savez, quand vous entrez sur la gare de Bordeaux, dans la gare de Bordeaux, et dans beaucoup de gares maintenant, il y a la mention, vous entrez dans un espace vidéo protégé, avec une identification, une assimilation, un amalgame, dirait-on maintenant, entre la protection et la surveillance. Mais vous voyez bien que, évidemment, l'implicite, c'est qu'en fait, il n'y a pas de résolution de la violence sociale. Il n'y a pas de résolution de la racine des causes de la violence sociale. Et il y a un raisonnement, je dirais, logiquement circulaire. Prêtez bien attention, parce que le raisonnement, c'est le suivant. Il y a une sécurité publique insuffisante qui rend nécessaire, à tort ou à raison, la vidéosurveillance. Donc ça, c'est le fait résultatif, si vous voulez, c'est un résultat d'une absence d'une sécurité jugée suffisante. Et c'est le résultat qui est censé résoudre sa propre cause. Parce que c'est la vidéosurveillance qui est censée, si vous voulez, en jugulant et en détectant la violence sociale, y mettre fin. Alors que c'est le résultat, si vous voulez. Donc il y a un problème de circularité logique, de viabilité, si vous voulez, de l'argument d'un point de vue logique. Il y a aussi une démission politique, parce que ça veut dire qu'on ne va pas s'attaquer aux racines, on a démissionné, on ne va pas s'attaquer aux racines de la violence sociale. Bon, elle est ce qu'elle est là. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, je ne suis pas un partisan du saccage, je ne suis pas un partisan des vitrines brisées, du mobilier urbain saccagé. Personne, effectivement, ne souhaite ce délabrement de l'espace public. Mais est-ce que la vidéosurveillance est la réponse ? Je dirais, la question est ouverte, et de penser que ce serait une réponse qui ne pose elle-même aucun problème, ça, ce serait vraiment très naïf. Merci de votre attention.